Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document particulièrement fort. C'est le témoignage d'une psychologue. Elle a accompagné pendant 2 ans des victimes d'abus sexuels au sein des Petits Chanteurs de Touraine. Ouais. On va essayer de comprendre ensemble l'impact psychologique profond et puis aussi le chemin vers la reconstruction. Oui, c'est un texte assez unique, je trouve. Didactique presque, parce qu'il nous montre vraiment de l'intérieur le travail thérapeutique. Surtout quand l'abus vient d'une figure comme ça, une figure d'autorité, un homme d'église. Exactement, une figure idéalisée. Et sur une longue durée, 2 ans d'accompagnement, ça donne une perspective rare. La psy parle d'une souffrance indicible, c'est le mot qu'elle emploie. Et ce qui ressort tout de suite, c'est cette double problématique. Il y a le traumatisme, bien sûr, mais aussi l'emprise. Ah oui, l'emprise. C'est central. Comment ça fonctionne, cette manipulation particulière, venant de quelqu'un en qui on a une confiance absolue? C'est ça qui est terrible. L'emprise, ça vient complètement brouiller les cartes. Le bien, le mal, tout devient confus. L'agresseur est idéalisé, donc. Donc intouchable, psychiquement parlant. Et pour gérer cette contradiction folle, être agressé par celui qui est censé protéger, la victime met en place ce qu'on appelle un clivage psychique. Une sorte de dissociation. C'est ça, on sépare l'acte horrible de la relation de la personne idéalisée. C'est un mécanisme de survie nécessaire sur le moment, mais très destructeur à long terme. Alors face à ça, à cette fragmentation, comment la thérapie intervient? Le texte insiste beaucoup sur l'écoute active, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Plus qu'écouter. Ah oui, bien plus. C'est, comment dire, s'immerger dans le vécu de la personne, valider sa souffrance sans aucun jugement. Mais attention, Il faut garder une distance. absolument, la fameuse distance thérapeutique pour ne pas être soi-même emporté. C'est un équilibre, hein. Et puis, l'approche doit être intégrative. C'est-à-dire, On adapte les outils, on pioche dans différentes techniques, gestion du stress, travail sur les émotions, le cognitivo-comportemental. en fonction de la personne, de son rythme. Exactement. Chaque parcours est unique. On ne peut pas appliquer un protocole standardisé pour des blessures aussi intimes. Il y a une image assez belle dans le texte, celle de l'apprivoisement, tirée du Petit Prince, pour parler de la reconnexion aux émotions, aux souvenirs. Oui, C'est une jolie métaphore, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de minimiser la violence? c'est une bonne question. Je pense que la métaphore souligne surtout la patience nécessaire, le respect absolu du rythme de la victime. Pas de forcing. Jamais. On n'édulcore rien, mais on approche les zones de souffrance avec une extrême précaution, pour que la personne puisse intégrer son histoire, se la réapproprier, sans être submergée à nouveau. C'est vraiment un travail d'orfèvre psychologique. Mais le chemin est semé d'embûches. Le texte évoque la difficulté à refaire confiance. Oui, c'est énorme. Confiance en soi d'abord, souvent détruite par la honte. Confiance dans les autres, et même dans les institutions. Il y a une pique envers certaines structures psy d'ailleurs. Malheureusement, c'est un écueil connu. Cette méfiance, elle touche tout. Les relations personnelles. Comment trouver la bonne distance? La peur de l'isolement est immense. Et la famille aussi est impactée. Les victimes collatérales, comme dit le texte. Oui, c'est essentiel de le souligner. Et puis, il y a la crise spirituelle. Cette question terrible. Comment je peux encore croire en l'Église? Ça doit être vertigineux. Sans parler des difficultés professionnelles, la stigmatisation. La double peine. C'est exactement ça. Le poids du silence, de l'isolement. C'est écrasant. Alors comment on brise ce cercle? La thérapie semble axée sur la déconstruction de l'emprise. C'est une étape clé. Fondamental. Il faut aider la personne à repérer, à comprendre, puis à démonter tous les schémas de pensée, les comportements que l'agresseur a installés. Pour retrouver une autonomie de pensée. C'est ça, retrouver son autonomie psychique. Et en parallèle, on travaille sur la mémoire, passer des flashs traumatiques qui envahissent. Aux reviviscences. Voilà, passer de ça à un récit de vie cohérent, où le traumatisme a sa place, mais ne définit plus toute l'identité. Une réappropriation de son histoire. Et dans tout ça, un élément semble vraiment crucial, d'après le témoignage. Le collectif. Le groupe de victimes. Ah oui, absolument. C'est peut-être une des leçons majeures. Le groupe de parole, l'échange entre pairs, ça brise l'isolement d'une manière radicale. Une validation mutuelle. Exactement. Une reconnaissance que, parfois, ni la société, ni même la thérapie individuelle ne peuvent offrir complètement. Ce soutien mutuel, ça devient un moteur incroyable de résilience. Ça permet vraiment d'imaginer une renaissance. Renaissance. Le mot est fort. Ça va au-delà de la guérison, non?
tout simplement. De faire confiance à nouveau, de s'épanouir. Et ce qui est beau, c'est que souvent, cette reconstruction personnelle débouche sur autre chose. Un engagement guillemets. Oui, un engagement collectif, le désir de se battre pour les justices, pour la reconnaissance et surtout pour la prévention, pour que ça n'arrive plus. On passe de victimes survivantes à acteurs de changement. Si on résume, donc, ce témoignage met en lumière la profondeur du traumatisme quand il y a emprise et trahison, la complexité du travail thérapeutique qui demande écoute, patience, adaptation, l'importance capitale du soutien collectif, et enfin, cette possibilité d'une vraie renaissance, qui peut même mener à un engagement citoyen. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. On parle beaucoup, et c'est essentiel, de l'accompagnement des victimes directes du groupe. Mais quid de l'entourage? Des familles, Les familles? les fameuses victimes collatéraux, Voilà. Souvent laissées seules avec leur propre souffrance, leur impuissance. Comment est-ce que la société pourrait mieux les soutenir, de manière plus systémique, pour aider aussi ces familles à guérir et peut-être à briser ces dynamiques de silence qui se transmettent parfois sur des générations? C'est une question ouverte. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.